Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Makers. Alors hier j'ai mis un petit sondage sur le YouTube de la chaîne pour savoir un peu les différents sujets qui vous intéresseraient le plus. Et ce qui est pas mal revenu, c'est l'activation, la conversion, l'onboarding et le AA moment. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de repartir un petit peu dans mes notes et puis de faire un petit épisode pratique un peu sur les différentes... et bien sur le sujet tout simplement, parce que c'est vrai que moi c'est un des épisodes que j'attendais. Alors... L'activation, la conversion, l'onboarding et le aha moment, c'est typiquement l'un des sujets qui a un vrai rapport sur un vrai retour sur investissement pour un SaaS. Et j'avais énormément de notes de comment différents SaaS en fait, ont réussi à améliorer ces différents points. Et en les reparcourant, je les ai divisés en trois parties. Donc on va d'abord parler de tout ce qui est notions clés et bonnes pratiques, c'est-à-dire tous les notions importantes en fait, qui concernent l'activation, que ce soit des métriques comme le time to value qu'on va définir ensemble, ainsi que des notions, des bonnes pratiques en fait à garder en tête lorsque l'on veut améliorer son activation. On va définir en fait l'activation, qu'est-ce que c'est exactement, et surtout en fait, plutôt que de le définir, on va un peu regarder comment des SaaS l'ont défini pour leur propre produit. Parce que la beauté de l'activation, et c'est un petit peu ce qui la rend passionnante, c'est que l'activation est absolument très imbriqué au SaaS sur lequel on travaille. C'est très personnel au SaaS en fait. Ces deux SaaS n'ont pas forcément la même activation, les mêmes critères pour mesurer l'activation. Et du coup, comme ils n'ont pas les mêmes critères, les expériences qu'ils vont mettre en place pour pouvoir améliorer cette métrique vont être totalement différentes. Et enfin, en fait, on terminera par des hacks, des grosses hacks d'activation que les différents SaaS ont mis en place. Et bien, tout simplement de manière à pouvoir l'améliorer de manière continue. Alors, je vais commencer par tout ce qui est notions clés et bonnes pratiques. Une des premières notions à savoir, c'est le time to value. Alors, le time to value, donc le temps qu'il faut pour arriver à la valeur, ça se définit tout simplement en combien de temps il se passe entre le sign-up et le moment où la personne expérimente la valeur de ton produit. Dans leur cas, donc dans le cas de EvaBoot par exemple, c'est Baptiste qui racontait ça, c'est l'obtention du fichier. C'est-à-dire qu'EvaBoot, en fait, ils ont une extension LinkedIn qui permet de scraper LinkedIn, notamment Sales Navigator, et de pouvoir récupérer en fait, un fichier avec des leads. Et donc, en fait, avec cette extension-là, à la fin, on récupère un fichier. Bon, en fait, pour eux, la partie ce qui active un utilisateur, c'est-à-dire en fait, ce qui permet à l'utilisateur de comprendre la valeur du produit, c'est à partir du moment où il obtient en fait le fichier. Là, il la vit en fait, il l'expérimente. Plus c'est court, mieux c'est. La difficulté est de définir le point d'activation. Slack, c'était j'invite 3 personnes, Facebook, j'invite 5 amis, etc. D'autant que plus le temps passe, plus la motivation de ton utilisateur à aller plus loin descend s'il n'arrive pas à la valeur assez tôt. Donc ça, c'est une des premières notions quand on veut commencer à travailler sur l'activation, c'est de définir ce qu'est le time to value et de le mesurer. Alors, je donnerai d'autres exemples dans la deuxième partie sur comment des SaaS en fait, ont défini leur activation. Cet argument, en fait, il aurait pu être dedans, mais en fait, comme il explique, c'est l'obtention du fichier. C'est à partir de là en fait, où la personne elle expérimente la valeur. Et en fait, l'activation, je pense que c'est l'une des meilleures définitions qu'on peut avoir, c'est un peu de définir l'activation quand la personne elle comprend la valeur du produit. Et en comprenant la valeur du produit, c'est surtout elle comprend comment elle peut utiliser le produit pour son propre usage. Et ça peut différer en fonction des personas. Un des autres exemples très connus, c'est par exemple Twitter. Alors, Twitter, ça a un peu changé, mais au début de Twitter, lorsque tu t'inscrivais, et c'est toujours le cas, j'ai su il n'y a pas très longtemps, il te forçait à suivre différents comptes. Et en fait, en suivant différents comptes, il te générait une timeline qui était plus ou moins plus pertinente pour toi, et qui fait qu'en fait, elle allait comprendre la valeur de Twitter en tant que consommateur de contenu sur Twitter. Donc l'onboarding et le but de l'onboarding, c'était de pouvoir un petit peu bien t'amener à cette création d'une timeline qui soit très pertinente pour toi. Et puis pour Facebook, comme il explique, c'est 5 amis ou 7 amis, je ne sais plus combien c'était. Parce qu'en fait, on est rentré dans un effet de réseau, et c'est à partir du moment où on avait suffisamment d'amis sur Facebook qui postaient qu'on commençait à comprendre effectivement la valeur de Facebook en fait, et l'intérêt que pouvait avoir Facebook par rapport à ça. Et surtout, on est dans une époque, par exemple en France, tu vois, ce qui est très marrant avec Facebook, c'est que
à l'époque, quand Facebook est arrivé, alors moi on utilisait tous Skyblog, et tout le monde était sur Skyblog. Et en fait, c'était très marrant parce que, en fait, progressivement, on a vu Facebook prendre le trafic de Skyblog, en fait, et les gens postaient de moins en moins sur Skyblog, et les gens arrivaient sur Facebook, et finalement, Facebook, en fait, remplissait une des fonctions de Skyblog, tout en ajoutant tout un tas de nouvelles. Donc c'était vraiment un truc que je me souviens, j'étais au collège à l'époque. Et là, ce que je veux dire, donc, c'est que le time to value, une fois que vous aurez défini votre activation, votre métrique qui définit votre activation, il va falloir essayer de le mesurer. Et pour le mesurer, il y a différents outils qui vont pouvoir être mis en place, notamment Hotjar, notamment Mixpanel. Il y a sûrement d'autres outils même encore plus pertinents. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous en avez. Mais plus c'est court, mieux c'est. Parce qu'en fait, on va réduire le drop. Et ce qu'il faut comprendre, je le dirai après dans l'autre partie, c'est que l'activation a un énorme impact sur la rétention. Parce que quelqu'un qui n'est pas activé, c'est pas quelqu'un qui va revenir en fait sur le site. Donc il y a vraiment cette notion de le faire arriver le plus vite possible à la valeur pour faire créer cette activation et derrière en fait améliorer sa rétention. Sinon on se trouve dans un panier totalement percé. L'onboarding, c'est quelque chose de compliqué à adapter quand on scale et qu'on ouvre de nouveaux pays. Il faut absolument optimiser le TTL, donc le time to value, ou aha moment. En fait c'est un petit peu un synonyme. Bon, alors time to value, alors ça va même pas s'appeler, ça devrait s'appeler TTV, hein. Mais le time to value, c'est, je trouve plus clair en fait que le aha moment. Et donc il continue en fait en disant que surtout pour du self-serve, c'est ce qui paye le plus dans une stratégie long terme. Et pour les SaaS qui sont en self-serve, je pense que justement c'est extrêmement important qu'ils aient un focus très attentif sur l'activation parce que ça, en fait, dans le self-serve, on ne va pas avoir ces notions d'onboarding à la main. Et du coup, vu qu'on n'a pas ça, il va falloir être encore plus irréprochable possible sur l'onboarding. Donc tous les SaaS qui sont en self-serve, et notamment ceux par exemple qui ont des lifetime value qui sont un peu plus faibles, qui n'ont pas des lifetime value très très fortes, donc qui ne peuvent pas se permettre de faire une démo à chaque utilisateur qui s'inscrit sur le produit, et bien eux, leur onboarding et leur du coup activation, il va falloir la scruter minutieusement. Une autre phrase, alors c'est Antoine qui ressort ça de Crisp. Il faut sans cesse aller apporter de la valeur. Si tu ne lui sers pas une comparaison intéressante et factuelle, le visiteur partira. Dans le contenu que tu apportes, tu dois le faire différemment et mieux. Et il parlait en quelque sorte des pages de comparaison. C'est-à-dire par exemple dans leur cas, ils ont des pages sur leur site qui visent à faire Crisp versus Intercom, Crisp versus Drift, Crisp versus Talkus, tu vois, je sais pas en fait. Toutes ces pages en fait, elles visent en fait à activer l'utilisateur en montrant de la valeur aussi. Et je pense que j'ai écouté un épisode ce matin, d'ailleurs je l'ai pas mis la note, mais c'était les mecs de Clap qui étaient repassés dans le SaaS Club et ils racontaient en fait que eux, ce qui avait eu beaucoup d'impact sur leur activation, c'est de faire un système de checklist qu'ils avaient mis à gauche sur le produit. Et en fait, on avait différentes étapes que l'utilisateur devait réaliser pour compléter toute la checklist. Et l'une des choses en fait qu'il avait mis en place, c'était de mettre sous chaque point une petite vidéo, c'est-à-dire tout simplement un loom, etc. Et ça avait eu énormément d'impact pour eux. Donc, il y a toujours cette notion de, pour faire passer l'utilisateur à l'étape suivante, là où on veut l'amener, il faut sans cesse lui apporter de la valeur. Et des fois, c'est des trucs aussi bêtes que lui est indiqué que pour s'inscrire, il n'y a pas besoin de carte bancaire, que le compte gratuit est valable à vie, que vous pouvez vous abonner à tout moment. C'est un peu cette notion de sans cesse apporter de la valeur et de casser les objections. Et on en reviendra plus ou moins après, de comment est-ce qu'on fait pour comprendre où sont la friction. C'est tout le temps en fait en parlant avec les clients. Mais les pages de comparaison d'ailleurs, ça pourrait être même dans la partie gros sac que j'ai mis en dernière partie. C'est une manière en fait d'améliorer l'activation, hein. Vous savez, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent Google et quand ils cherchent une solution, notamment des cibles très tech, très informées, qui ont cette capacité à benchmarker tout seul. Et bien en fait, avant d'installer une solution, pour être sûr que tout va bien, très souvent, ils peuvent en fait décider de vérifier un petit peu sur s'il n'y a pas des concurrents qui seraient plus intéressants pour leurs produits. Il faut faire en sorte de donner toute l'information sur le site web aux prospects, notamment pour ceux qui benchmarkent, de façon à ce qu'ils puissent prendre leurs décisions et ne dérangent pas le support.
C'était Fatih Sela qui racontait ça. Bah, en fait, ça revient exactement à ce que je viens de dire juste avant. C'est de ne pas hésiter à mettre énormément d'informations, tout simplement en fait, parce que en donnant beaucoup d'informations, déjà, on dérange moins le support, et surtout, on facilite la vie aux gens qui sont autonomes et qui benchmark. Et ça va permettre de les activer beaucoup plus rapidement. Un autre point, il ne faut pas hésiter à prendre des consultants pour faire des revues d'onboarding. Alors là, pour l'instant, si vous écoutez depuis le début, vous devez bien vous rendre compte que la partie activation, onboarding et AA moment, c'est extrêmement imbriqué. Et qu'on va devoir en fait améliorer son activation, revient très souvent à non seulement améliorer l'information sur notre site, mais surtout à améliorer un maximum tout notre onboarding. Et pour améliorer notre onboarding, soit on peut faire appel à à des clients, hein, regarder un peu comment l'utilisateur l'utilise, ou tout simplement en utilisant des consultants qui vont nous faire des revues d'onboarding. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait à Kern. C'est Patricia Bernasconi qui a raconté ça. Et je trouve que c'est une excellente idée. Alors, je l'ai fait 2-3 fois moi, sur The Company's API. Et ça a été... je me souviens, il y en a un, c'était assez impressionnant. Parce que... En fait, elle m'avait dégommé sur tout ce qui était wording. Tout ce qui était... en fait, le wording, là, il n'allait pas. C'était trop compliqué. Des mots qui n'allaient pas. Là, la valeur, on ne comprend pas ce que tu veux nous dire. Tu nous embrouilles l'esprit avec des termes compliqués alors qu'en fait, tu peux être beaucoup plus simple. Et je me souviens que notamment sur la partie copywriting, ça m'avait... en fait, la dernière fois, juste après le call, j'avais au moins 10 issues GitHub que j'ai fixées dans les 24 heures parce que c'était ultra pertinent. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des consultants. C'est souvent ça peut avoir un retour d'investissement extrêmement fructueux pour votre SaaS. Et par exemple, d'ailleurs, je peux peut-être vous faire une petite aparté tant qu'on y est. Si vous allez sur The Company's API, vous pouvez voir que... Ouais, je suis en français. Donc, ici, moi, j'ai mis un espèce de petit wizard. En fait, les gens, ils peuvent taper une entreprise, par exemple, Microsoft.com. Vous voyez, ils peuvent avoir un petit peu les détails de la boîte, ainsi que le JSON. Ils peuvent rechercher des boîtes aussi, tu vois, rapidement. Bon, c'est vraiment un wizard. Après, il y a des pages qui sont plus spécialisées. Ils peuvent voir des pages des entreprises qui sont similaires. Ils peuvent aussi trouver les employés, par exemple, pour Microsoft, il suffit de taper les mots-clés qu'on veut et ça va trouver les employés en temps réel. Ça a été extrêmement game changer pour moi. Je crois que j'ai même fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez regarder. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous montrer. Là, imaginons, je ne suis plus connecté. Lorsque la personne tape le nom d'une boîte, je force l'inscription en fait. Et les gens ils s'inscrivent avec Google. Et ça, j'ai énormément d'inscrits. Je me souviens que quand j'ai fait ça dans Slack, dans le channel Slack, je me suis rendu compte que les gens ils s'inscrivaient énormément. Et c'était... Ah là, tu le voyais, en fait, c'est le jour et la nuit. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec 3 fois plus d'inscrits. Et ça montre aussi la puissance de donner de la valeur avant, de rentrer les gens dans un processus où ils vont faire des actions. Et après, pour accéder à la valeur derrière cette action-là, il faut qu'ils s'inscrivent. Et derrière, ils vous donnent votre email. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ils s'inscrivent, hein, tu vois. Hop. Et ça leur affiche l'information de la boîte. Donc, il y a 1001 manières de créer des super onboarding. Bon, dans mon cas, vu que je suis une API pour enrichir les entreprises, c'était le wizard. Je trouvais que c'était extrêmement pertinent. Mais sinon, il y a quand même pas mal de choses qu'il est possible de faire. Et on en revient toujours à ce que je disais au début, hein, c'est que l'onboarding, c'est extrêmement personnel par rapport au produit dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui le rend passionnant parce qu'une expérience qui marche sur un produit ne marchera pas forcément sur l'autre. Parce qu'en fait, c'est pas le même persona, c'est pas la même pression de valeur, c'est pas la même taux de conversion, etc. Enfin, le même panier d'achat, etc. Alors, quand ils ont mis de l'humain, c'est-à-dire de la vidéo, cela a eu aussi un impact. Cela a eu un impact aussi de sentir qu'il y avait quelqu'un à l'écoute. C'était Maxime Dick de Time qui racontait ça. Je pense que la vidéo, c'est d'ailleurs quelque chose que je gère très mal de mon côté. Il va falloir que je m'améliore sur ça. Et en fait, c'est puissant. Parce que le fait de se rendre compte qu'il y a un humain derrière qui explique des choses de manière... qui explique le produit, et d'avoir ces vidéos placées d'onboarding aux bons endroits, en fait, non seulement on simplifie la vie de l'utilisateur, mais surtout, on crée de la confiance. On montre qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute et quelqu'un il y a de l'humain derrière. On n'est pas sur un produit qui est
uniquement en fait en self-serve. Donc, n'hésitez pas dans vos onboarding à allier la dualité entre self-serve et la vidéo, placée au bon endroit pour expliquer une fonctionnalité ou pour débloquer un point de blocage ou une friction que l'utilisateur pourrait avoir, comme notamment bien quand il faut entrer sa carte bancaire ou dans une checklist d'actions à faire si une action n'est pas forcément très claire pour un utilisateur qui ne connaît rien au produit et qui vient s'inscrire. Et Maxime expliquait juste après que pour percevoir la valeur d'un outil, le plus simple, c'est quand même de le tester. Et ça, je pense que c'est une... Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense, et ce que j'ai vécu, moi en tout cas, c'est que en laissant l'utilisateur tester le produit un peu avant, on augmente les taux de conversion de manière assez drastique. Par contre, des fois, il y a des sites quand même qui se bloquent volontairement l'accès, qui ont une landing page qui explique absolument tout ce que fait le produit, mais qui bloquent l'accès. C'est un exemple typique de ça, c'est tous les SaaS en fait, qui ont une landing page et derrière, ils ont un dashboard qui est fait même dans une autre technologie. En fait, on ne peut pas le tester tant qu'on n'a pas créé un compte dessus. Et puis, vous avez d'autres SaaS qui vont vous permettre de pouvoir, typiquement dans mon cas, en fait, même avant de s'inscrire, commencer à récupérer de l'information sur des boîtes et derrière, en fait, de s'inscrire une fois qu'on veut accéder à une boîte en fait, qui n'est pas permise publiquement. Là, en fait, on a déjà rendu l'expérience de la valeur à l'utilisateur. On l'a fait expérimenter la valeur. Et ça pour l'avoir vécu, et je ne vous raconte pas de mythos, les taux de conversion changent. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut énormément travailler, sur réfléchir avec une feuille de papier. Comment est-ce que je peux faire pour que mon utilisateur teste la valeur? Des fois, direct depuis ma landing page, tiens, je vais vous montrer un site qui est intéressant sur ça. C'est le site de Karim Matra. Alors Karim Matra, d'ailleurs, il a même une chaîne YouTube qui est cool sur le SaaS, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il bosse dans quoi, lui? Contrast. Regardez ça. Contrast.io. Si on va sur contrast.io, j'ai vu qu'il l'avait fait en fait. Là, on est typiquement dans la logique de... Alors attendez, je ne suis pas sur le bon site. C'est un outil qui vous permet de faire des webinars. Donc ça s'appelle guestcontrast.io. Vous avez vu ici? Qu'est-ce qu'on voit? Hop. C'est dynamique. C'est comme si en fait on était en train de faire un webinar. Donc là je vais mettre 2 personnes et puis voilà, je vais changer la brand. Et puis je vais me mettre plutôt comme ça. Voilà, donc comme présentation. En fait, ils vous permettent de vivre la valeur avant même que vous ayez créé un compte. Ça, c'est le genre de stratégie dans lequel je crois à fond quand on est un SaaS. Je ne connais pas leurs stats, mais j'imagine que ça fonctionne très bien parce que tu la vis. Et tu crées la confiance. Et surtout, tu donnes raison supplémentaire à l'utilisateur d'aller à l'étape suivante, qui est très souvent, comme il explique ici, de créer un compte. Et c'est pareil d'ailleurs, tout ce qui est créé de compte, les Google Connect, voilà. Il n'y a pas besoin de mettre 150 trucs. Tous les gens qui mettent Google Connect with Facebook, Connect with Google, Connect with je sais pas, Microsoft, Connect with Apple, blablabla. Plus il y a de choix, plus l'utilisateur il est frustré, plus il est confus en fait. Donc il y a un moment, tout le monde a un compte Google dans B2B, donc vous mettez juste un sign-up Google, il y a un seul et unique choix, ça suffit largement. En plus d'ailleurs, ça simplifie le développement. Je sais que dans certains cas, pour des outils qui ont des intégrations, notamment par exemple avec Microsoft Teams ou avec d'autres outils, ça peut être pertinent de mettre un autre Google, un autre OAuth provider. Mais dans la majorité des cas, un seul et unique, c'est-à-dire Google Connect, ça suffit largement. Donc voilà ce que je veux dire quand il explique que la personne que pour percevoir la valeur d'un outil, le plus simple est quand même de le tester et de réussir à le faire tester sur la landing page. Et on peut être très créatif. Alors là, sur ça, pour le coup, les esprits les plus créatifs sont souvent très récompensés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien l'activation. C'est qu'il y a 1000 manières de faire. Alors, Simo Lemendez de Folk nous expliquait aussi qu'il faut aussi faire des live onboarding et regarder les métriques. Vous savez, aujourd'hui, j'ai un pote qui a un SaaS qui s'appelle...
Il s'appelle scribe-mail. Et c'est très marrant parce qu'il m'a dit, ouais, est-ce que tu peux pas me dédier 1 heure pour faire... Enfin, même pas 1 heure, c'est une demi-heure. Il m'a filé un book, un calendrier. J'ai booké un call d'1 demi-heure. En fait, ils enchaînaient tous derrière. Et c'était un call en fait où il disait, voilà, vas-y, scroll la page, dis-moi ce que tu penses, etc. Crée un compte, etc. En fait, il a enregistré le call. Il analysait tout. Ça, c'est juste top, top, top pour améliorer son onboarding. Parce que là, on va être dans les tranchées, en fait, on va être dans le concret. Donc, n'hésitez pas à vous faire un Calendly et à balancer le lien à des gens et à faire notamment des clients qui pourraient être soit des nouvelles utilisateurs qui connaissent absolument rien à votre produit, soit des amis, soit même des clients, en fait, qui sont très actifs pour tout simplement faire des live onboarding sur des nouvelles fonctionnalités ou des onboardings qui n'ont pas encore été mis en production. Ça peut vous permettre de pouvoir améliorer énormément en fait, tout le process. Et surtout de vous rendre compte aussi de points auxquels vous n'auriez jamais pensé. Ali El Hariri de Bulldozer. Plus tu multiplies les cas d'usage, plus tu gagnes. Si tu arrives à bien les expliquer. La satisfaction de l'usage, c'est de la grosse future. Mais par contre, il faut être focus, car tu ne peux pas être surhumain partout. Et on est tous très gourmands. Là encore, j'avais bien aimé cette phrase, pour une simple et bonne raison, c'est que l'activation, c'est pour répéter encore et encore la même chose, c'est la manière de faire comprendre à l'utilisateur comment est-ce qu'il peut utiliser notre produit pour répondre à un des besoins qu'il a, un de ses besoins à lui, qui lui soit personnel. Et ça, les cas d'usage, en fait, c'est typiquement ce à quoi ça vient répondre. Alors, ça peut être une section dans une landing page, ça peut être un article, ça peut être une vidéo, ça peut être je ne sais pas combien de... Ça peut se représenter de mille et une manières. Mais par contre, cette notion de cas d'usage, c'est important. Et je pense même qu'on devrait tous avoir dans une page Notion tous les cas d'usage de notre produit. Et vous savez le meilleur moyen pour récupérer les cas d'usage des gens? Il y en a 2. Enfin, il y en a des milliers, mais en tout cas, moi, il y en a 2 que j'utilise. La première, c'est le support client et les démos. Alors, il y en a 3. La première, c'est le support client, par exemple sur Intercom ou Crisp. Les gens, ils pingent, en fait, ils disent tiens, j'aimerais faire ça et j'arrive pas à le faire. En fait, bah, si, tu as juste à faire ça, ça et ça et ça. Ou alors, c'est pas développé. Et tu notes ce cas d'usage. Deuxième chose, c'est les démos. Ces gens en démo, en fait, en faisant des démos avec eux, ils te parlent, ils disent bah, tiens, moi j'ai un cas d'usage qui est totalement pertinent. Par exemple, ce serait de mettre mes clients existants sur The Company's API, par exemple. Et il me dit tiens, voilà d'autres clients qui pourraient être intéressants pour toi parce qu'ils sont très similaires et très proches de ta cible. Voilà, là, un cas d'usage, tu notes. Et la troisième manière de faire, c'est avec Hotjar, par exemple, ou des outils de screen recording, où vous allez tout simplement regarder les sessions et essayer de vous rendre compte un peu comment les gens utilisent votre produit. Alors, vous pouvez aussi le faire avec Mixpanel, mais moi j'aime bien Hotjar parce que c'est un peu plus concret. C'est comme si on était derrière l'épaule de l'utilisateur, en fait, et qu'on voyait son écran. Et ça permet un peu de voir en détail comment un mec utilise, ou une personne, comment une personne en fait utilise notre produit au quotidien. Enfin, dans un cas d'usage. Et ça permet de voir plein de cas d'usage. Donc voilà différentes manières de faire. Et ça peut permettre derrière de encore mieux convertir. Par contre, il faut être focus, comme il explique, car tu ne peux pas être surhumain partout. Et on est tous très gourmands. Alors, il y a les stratégies de all-in-one. Typiquement, HubSpot, ils sont dans ce secteur-là. Ils veulent absolument répondre à toutes les problématiques un maximum sur leurs produits. Mais des fois, il vaut mieux être le meilleur dans sa niche, surtout quand on n'a pas les moyens d'HubSpot, et de faire un truc extrêmement bien que d'être moyen partout. Les Anglais, ils ont cette citation, c'est Jack of all trades, master of none. Donc voilà, il vaut mieux être le meilleur dans une niche. Et quand on a cerné un cas d'usage qui fonctionne extrêmement bien pour nous, qui convertit, c'est-à-dire que les gens après derrière ils s'inscrivent, ils prennent des abonnements, peut-être que ça nécessite d'améliorer sans cesse et de documenter ce cas d'usage-là. Luc Palavdino de Usign. Quand tu vends de la confiance, il faut montrer patte blanche, avoir les certifications nécessaires pour assurer et les cycles de vente sont forcément plus longs car il y a beaucoup de questions et d'objections. Ça, c'est totalement vrai dans les outils en rapport avec par exemple la sécurité, comme les outils de KYC ou les outils qui vendent de la sécurité pour un serveur, j'en sais rien. Tous ces outils-là. Parce que jamais personne ne va utiliser un outil qui n'inspire pas confiance, parce que la landing page elle est toute pourrie. Ou parce que tout simplement en fait voilà, il n'y a pas les certifications et on va pas typiquement en fait tous les outils qui donnent accès à
à Gmail, à une boîte Gmail d'entreprise, ou tous les outils qui donnent accès au CRM. C'est tellement sensible en fait de donner l'accès à ces boîtes-là, ou même à GitHub. Hein. Moi, je vois plein de gens des fois des outils qui me demandent de me connecter à GitHub et d'avoir accès à tous mes repositories. Mais jamais de la vie en fait. Genre, il y a un moment, je vous fais confiance, mais jamais de la vie je vais vous filer tout mon code. Si tu montes pas patte blanche, c'est hors de question. Donc là encore, il y a cette logique pour l'activation de trouver une manière de comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'on est en fait, totalement légitime à demander ce type d'information et qu'en donnant ces informations-là, en fait, elles vont être protégées et elles ne vont pas finir je ne sais où. Et c'est typique, d'ailleurs, dans le cas du sign. Hein. Bon, allez. Penny Lane, Fanny Duverger. Faites-vous un process de toutes les choses à faire avant, pendant et après le webinar. Donc là, on est dans une logique de quelqu'un qui fait beaucoup de webinars. Il faut aussi veiller à supprimer les notifications, surtout quand on partage son écran. Il y a des applications pour cela, mais vous pouvez mettre le mode veille également. Il faut réaliser des séquences email pour ces webinars qu'on envoie à la fin avec une demande de démo quelque part. Ne faites pas de webinar pour un cours magistral, ça ne sert à rien, il faut profiter du live. Bon, j'aurais pu mettre cette partie dans le webinar en fait, parce que ce que je voulais juste montrer avec ça, c'est que le webinar est aussi une manière d'activer les gens. Je sais que Drop Contact, par exemple, il faisait des webinars partagés. C'est-à-dire que quand on s'inscrivait sur Drop Contact, on pouvait booker un webinar, en fait. C'était même des sortes de webinars partagés. Et on se retrouvait à 5 ou 6 sur le webinar. Donc c'était un truc en direct, hein, en fait. On était dans un Google Meet. On était 5 ou 6 personnes. Et ça permettait, en fait, de pouvoir faire une démonstration du produit. Et surtout, derrière, de pouvoir en fait, répondre aux différentes questions ou cas d'usage qu'un client pouvait avoir en fait, pour utiliser le produit. Et ça fonctionnait assez bien. Il y avait une personne qui était à temps plein là-dessus. Maintenant, le webinaire peut être une stratégie d'activation. C'est peut-être pas pertinent pour tous les SaaS, notamment ceux qui n'ont pas des lifetime value très très hautes, parce que ça a un coût. C'est un coût de faire des webinaires pour tout le monde. Alors on peut réduire le coût en faisant des webinaires partagés. Hein. Une personne qui s'occupe de faire 2 webinaires par jour. Je crois que les mecs de la grosse machine, c'est ce qu'ils faisaient au début. Ils faisaient des webinaires. Alors ils avaient un jour spécial, je crois, c'était le vendredi ou un truc dans le genre. Ils avaient une journée où c'était les webinaires communs et en fait des webinaires pour en partager. Mais ça avait beaucoup d'avantages pour eux dans le sens où ça leur permettait de récupérer du feedback. Par contre, je pense que quand les paniers moyens sont faibles ou que le churn il est très haut, économiquement on s'y retrouve pas. D'où l'importance de travailler un onboarding en self-serve qui soit le plus pertinent possible. Thibaut Renouf de Partout. L'accompagnement est très important. Alors Partout, ils ont une cible qui vise essentiellement les commerçants et c'est pour ça qu'ils racontent que les commerçants sont perdus dans la myriade d'outils qui existent. Alors, je voudrais faire une aparté sur ce point-là. C'est très marrant. Alors, je pense que je ferai un épisode un jour sur ça, sur la concurrence. Il y a plein de gens qui me disent ouais, alors ils pitchent un produit et des fois j'écoute et en fait il y a une personne qui leur répond ouais mais il y a déjà un concurrent qui fait ça. Ou les mecs qui s'inquiètent, etc. Ouais, il y a mon concurrent, il y a plein de concurrents, etc. Alors je vais vous dire un secret, moi j'en ai rien à branler de la concurrence. Je m'en fiche complètement. C'est pas parce qu'il y a des concurrents en fait qu'il n'y a pas du business à faire et qu'on peut pas vivre de son SaaS, loin de là, ou même de n'importe quel type de business. Si vous pensez une seule minute qu'un mec qui s'inscrit sur votre produit, il connaît absolument 100% du marché, vous vous fourvoyez totalement. Il y a des gens, ils tombent sur votre produit ou ils ont un problème, ils sont à un meet-up et puis quelqu'un leur dit tiens, c'est cette solution-là. Ils n'ont absolument aucune idée du marché, de qui existe sur ce marché-là. Ils savent juste qu'il y a un pote à eux qui leur a dit que votre SaaS répondait à ce problème qu'ils avaient. Donc ils s'inscrivent sur votre SaaS et derrière ils convertissent quoi. Et heureusement d'ailleurs que ça se fonctionne comme ça parce que sinon ça voudrait dire qu'en fait il y aurait une prime au premier parce que le premier venu pourrait avoir le meilleur SaaS parce que ça fait plus longtemps qu'il est sur le marché et derrière en fait il n'y a plus les nouveaux venus on sera embêtés. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité en fait dans la pratique. Et d'ailleurs comme il explique les commerçants ils sont perdus dans la myriade d'outils qui existent et c'est pas les seuls. Tout le monde en fait est perdu parce qu'il y a tellement d'outils qui existent que c'est toujours très difficile de faire un choix. Et vous savez ce qui fait la différence? L'accompagnement, il est très important. Et moi, quand il y a un mec qui me demande au support cette question que j'adore et qui me fait toujours marrer, parce qu'au début, je ne savais pas y répondre. Et c'est c'est quoi la différence avec, je dis au hasard, Clearbit? Ou c'est quoi la différence avec Apollo? Moi, je réponds toujours la même chose. J'écoute. Moi, on est 3 dans la boîte. Je vais te dire un truc. Par contre, si tu travailles avec nous, on va être extrêmement dynamique, on va être extrêmement rapide et surtout ton support, il va être disponible 24/24.
on va t'accompagner, on va faire de notre mieux parce qu'on n'a pas 1001 clients à gérer comme Clearbit. Et nous, chaque client, on le traite avec le plus grand soin. Voilà. C'est le seul argument que je leur dis. Je parle même pas de fonctionnalité et tout. Je leur dis juste le support client. C'est là-dessus qu'on va être. Où tu vas vraiment sentir la différence de bosser avec nous. Tu as besoin d'une fonctionnalité dans une semaine, si on peut le faire, dans la mesure du possible, elle est en ligne. Jamais de la vie Clearbit, ils font ça. Donc voilà, bon, après c'est un argument de vente, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'accompagnement, il est extrêmement important pour ces raisons-là. Et c'est un argument de conversion, en plus d'onboarding. Baptiste de Crisp, chaque semaine, on recrée un compte comme un nouvel utilisateur pour contrôler l'onboarding. Par exemple, on s'est rendu compte que notre onboarding marchait moins bien que l'ancien, car on n'affichait pas un message important. Le AA moment chez Crisp, c'est quand quelqu'un installe la chatbox sur le site internet. C'est pour ça que tout est fait pour que ce moment arrive et soit le plus fluide. Et entre parenthèses, arrive le plus tôt possible. Les vidéos, l'intégration, le CMS, etc. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'il fait l'effort en fait de recréer un compte. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à l'époque où j'y travaillais, je me souviens que Baptiste faisait effectivement un compte chaque semaine, et qu'à chaque fois il trouvait un petit truc à améliorer. Très souvent, on dessine un onboarding sur Sketch, on le travaille, on se dit tout va bien, on le code, puis en fait après on le laisse comme il est, on le laisse comme tel. Et puis le produit évolue, on rajoute des fonctionnalités, on a une cible qui peut changer, et puis l'onboarding n'est plus 100%, n'est plus extrêmement bien en fait. Et le fait de se forcer chaque semaine à refaire un compte, ça nous permet notamment de pouvoir nous rendre compte, et bien là où il y a des failles. Et surtout là où il y a des choses qui... Ah tiens, bah là en fait on a des intégrations maintenant avec XYZ. Bah, pourquoi on ne les met pas en avant sur l'onboarding pourquoi on ne crée pas directement ici cette étape-là? En fait cette étape-là finalement elle ne sert plus à rien. Pourquoi on ne la supprime pas? Pour avoir le moins d'étapes possible. Donc prenez cette habitude-là de sans cesse, comme un nouvel utilisateur, recréer un compte de manière à voir en fait les failles ou les optimisations à réaliser dans votre onboarding. Thibaut Clément de Lumli. Toujours regarder d'où est venu un client. C'est très très important pour le churn et l'onboarding. Bah, par exemple, pour focus dans l'onboarding où les gens churnent le plus. J'ai plein d'exemples sur ça. Ce qui est important dans cette phrase, c'est toujours regarder d'où vient un client. Un exemple flagrant, c'est les clients qui viennent de la publicité versus les gens qui viennent de manière organique. C'est totalement normal, si on crée deux cohortes, d'avoir des gens qui convertissent beaucoup moins quand ils viennent de la publicité que quand ils viennent de manière organique. Ça arrive très très souvent. C'est même la norme en fait. Et c'est totalement logique, c'est que quelqu'un qui vous a vu sur une publicité, il ne vous connaît pas, visiblement il a cliqué sur la publicité, il a lu votre landing page et puis il part dessus. Les gens qui viennent de manière organique, ils ont soit fait une recherche dans Google qui est extrêmement basée sur l'intention. Donc en fait, ils ont un vrai problème à ce moment-là et du coup ils tapent, je ne sais pas, dans mon cas, Companies API, ils cherchent une API pour entreprise. Et donc en fait, Google leur file mon site en premier et derrière en fait ils s'inscrivent, ok? Parce que là ils ont ce besoin de trouver une API d'entreprise. Et donc forcément ils vont aller beaucoup plus loin dans l'onboarding. Ou ça peut être aussi des gens qui viennent du bouche à oreille. L'exemple de tout à l'heure. Ils sont à un café avec des amis, ils parlent. Puis tiens, c'est marrant, tu connais très bien d'outils pour enchaîner les entreprises? Ah bah si, tiens, tu pourrais utiliser The Companies API, ça fait ça. Bah voilà, là le mec en fait, il est totalement qualifié pour vous. Et surtout en fait, il a eu la référence de quelqu'un qui trust. Donc c'est totalement différent de quelqu'un qui arrive d'une publicité. Donc toujours regarder d'où vient un client et ne pas faire des plans ou des suggestions sans avoir pris en compte en fait ce critère-là. D'où l'important de stocker les référents en fait dans Mixpanel. Hein. C'est très important de savoir d'où est venu pour la première fois un client. Et si d'ailleurs vous avez des gens qui convertissent à mort sur une publicité et qui vont très très loin, bah là vous êtes tombé sur une très bonne publicité et ça vaut peut-être même le coup d'aller creuser plus en détail. Et l'autre notion que j'ai bien aimée, c'est que par exemple pour focus dans l'onboarding où les gens churnent le plus. Alors, je dirais pas les gens, mais je dirais l'ICP. Ce qui peut arriver dans un SaaS, c'est qu'on ait plusieurs ICP. Et on peut avoir, dans mon cas, des SaaS et des agences de sales. Deux ICP totalement différentes qui n'ont pas forcément le même besoin. Bon. Moi, dans mon cas, c'est simple. Les gens qui ont un SaaS et qui installent mon API, ils ne churnent quasiment pas. Par contre, les gens qui sont sur sur des agences de sales, ils viennent, ils récupèrent un fichier d'entreprise qui correspond à leur cible, ils récupèrent les employés en temps réel, et derrière, ils se barrent. Voilà. Et il reste rarement plus de 2 à 3 à 4 mois.
Bon, alors on pourrait s'inquiéter. Mais en fait, là encore, quand on analyse l'onboarding, il faut absolument prendre en compte l'ICP. Si vous mettez tout le monde dans le même panier, en fait, vous risquez de faire des erreurs. Et surtout, en fait, là, typiquement dans mon cas, c'est pourquoi je me focus sur les SaaS. Ils churnent moins. La valeur d'un SaaS et tout le business model du SaaS repose sur ça, sur le churn. Il vaut mieux être un SaaS avec un très faible churn qui acquiert moins de trafic qu'un SaaS avec soit un panier percé qui active une tonne de monde, mais les gens ils se désabonnent au bout d'un mois. Là, c'est là où il y a des vrais problèmes parce qu'on est sans cesse en train de remettre de l'eau au moulin. Alors, Denis, de Drop Contact, ils font 0 publicité. Ils shootent très peu de calls email et ils ont un taux de conversion sur le site, le sign-up de 20%. Ce qui est assez énorme. Et je confirme, c'est assez énorme. Moi, je suis à 14,5 et je considère que c'est plutôt pas mal. Et 20%, c'est beaucoup. Hein. C'est la réputation et le bouche à oreille qui a grandement participé à l'amélioration de ces métriques. Voilà. Réputation aussi. Et d'ailleurs, je pense. Alors, j'avais noté cette phrase-là parce que, en fait, la réputation, c'est quelque chose que l'on peut mettre en avant sur la landing page. Ça peut grandement participer à l'amélioration de l'activation. Comment est-ce qu'on fait pour en fait, montrer notre réputation? Alors, on peut montrer qu'on a un catalogue de clients qui sont très prestigieux. On peut aussi montrer qu'on a des résultats qui sont extrêmement intéressants, notamment dans les outils marketing. On peut dire, d'ailleurs, c'est un peu ce qui fait le Scribe là. Et je lui ai même fait la remarque tout à l'heure quand je lui ai dit, ouais, tiens, votre ROI, la calculateur, je sais pas quoi, en fait, finalement, la seule métrique qui est importante, c'est que quand on installe votre logiciel là, avec vos signatures, c'est ça en fait. Ça va permettre d'avoir ce nombre de leads. Et d'ailleurs, ils ont même testé, ils ont 14% de taux de clic, donc c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est des vraies datas qu'ils ont fait. Et c'est même ce que je disais en fait. Là, le problème, c'est que ton chiffre de 14%, quand on arrive pour la première fois sur ton site, et qu'on se dit en fait que tes signatures d'email permettent d'avoir 14% de taux de clic sur le bouton en question, on a l'impression que ce site il sort de nulle part, ce chiffre il sort de nulle part, et alors qu'en fait lui il y a un vrai travail dessus sur beaucoup de données pour montrer ce chiffre là. Mets-le en avant, explique-le, désenclenche les réticences que les utilisateurs et les visiteurs peuvent avoir en arrivant sur ton site, parce qu'on va pas se mentir, hein, il y a quand même beaucoup de sites qui bullshit, donc quand on bullshit pas, raison de plus pour montrer l'argumentaire pour appuyer notre argument et notre chiffre, et ça en fait c'est ce chiffre le plus important, ça permet d'avoir plein de leads, donc voilà. Alors, pour revenir à nos moutons. Mince. Simon de Batch. Ils ont une plateforme qui est très générique, mais un accompagnement qui est très personnalisé. Alors Batch, c'est un outil qui permet d'envoyer des notifications, entre autres pour les applications mobiles. C'est même plus que ça, c'est une customer platform, on peut faire énormément de choses. Mais il y a vraiment une notion d'accompagnement. Ça, l'accompagnement, c'est aussi quelque chose dans lequel il faut avoir une vraie stratégie pour si on a prévu de faire de l'onboarding manuel. Et notamment d'ailleurs sur des grands comptes. Quand on a des grands comptes qui s'inscrivent, des fois ça peut être nécessaire. Alors toi non, de Walaxy. L'activation est une métrique très importante pour eux, encore plus que la rétention. Bon, c'était juste pour montrer que ouais, l'activation c'est quand même quelque chose d'important. Et comme c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nécessite un travail constant au cours de son SaaS, et pas juste pendant 2 semaines et après on passe à autre chose, notamment pendant la rédaction des wireframes et des Figma. Sunny Paris, nos CRM. Plus tu onboard bien, moins ils churn. Ils ont des webinars pris en main. Le contenu et le support servent à bien onboarder. Cette phrase-là, j'avais bien aimé, parce que bon, évidemment, hein, plus tu onboardes bien, plus les gens ils comprennent la valeur de ton produit, plus ils comprennent la valeur de ton produit, plus ils vont utiliser la valeur de ton produit, plus ils utilisent la valeur de ton produit, en fait, plus ils vont payer et surtout moins ils vont se abonner. Et c'est d'ailleurs peut-être même le rôle des Customer Success. Attention, hein, pour revenir, on a 2 choses. On a les Customer Support et les Customer Success. Les Customer Support, ça n'a rien à voir avec les Customer Success. Customer Support, ils sont là pour répondre aux questions du quotidien qu'un client peut avoir sur un chat, etc. Les Customer Success, ce sont des gens qui vont analyser les métriques pour comprendre l'utilisateur, quelles sont les fonctionnalités du produit qu'il n'utilise pas, qu'il pourrait utiliser, de manière à maximiser son usage de produit. Le seul et unique objectif de ça, c'est de pouvoir maximiser le nombre de renew annuels de l'entreprise derrière. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle utilise le produit à son maximum de son potentiel, il y a très très forte chance en fait, que l'année prochaine, elle renew son abonnement annuel.
C'est là l'objectif de Customer Success. Donc, tous les Customer Success, ce sont des magiciens de l'onboarding. Hein. On est vraiment dans cette notion de, par la métrique, comprendre quel type, mais encore plus manuel en fait, parce que là on va vraiment se faire sur de l'account. On a sur un Customer Success, il va être responsable de 30 accounts. Bah là en fait, il va vraiment falloir réfléchir au cas par cas. Mais tout ça, ça fait qu'on en ressort énormément d'informations qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres différentes parties du produit, que ce soit en contenu, comme il explique, hein, Sonny Paris, ou que ce soit derrière, même en fait, dans le support, hein, pour désamorcer des questions du style, je sais pas, quelles sont vos différences avec X, est-ce que vous êtes intéressant sur cette problématique-là, etc. Mais, oui, on est totalement pertinent sur cette problématique-là. D'ailleurs, on a X, Y, Z qui nous utilisent et voici, et en plus, je peux vous dire, entre nous, ils ont augmenté leur taux de conversion par 10 en utilisant notre produit. J'en sais rien. Laura, LBK Consulting. Pour avoir des stratégies d'onboarding à la Superhuman ou de démo, il faut avoir une bonne lifetime value. La consultation ici encore, c'est une stratégie d'activation de croissance. Alors, la stratégie d'onboarding de Superhuman, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc Superhuman, c'est un outil c'est un client mail sous stéroïde, avec énormément de. Leur concept, c'est vraiment de faire gagner du temps en contrôlant tout votre client mail uniquement avec des keyboard shortcuts et puis avec une interface extrêmement épurée et plein d'autres fonctionnalités. Quand on s'inscrit sur Superhuman, alors il vous demande la carte. En fait, il va vous passer en démo. Il ne vous donne pas accès au produit. Vous allez passer en démo avec un client qui derrière, enfin un employé, excusez-moi, qui va, je l'ai fait, donc vous faites un call, hein, ça dure une demi-heure sur Zoom, et derrière, en fait, il partage votre écran, il connecte tout ensemble, etc. Et puis à la fin, il vous dit, si vous avez des questions, là, il répond à tes questions, et puis hop, il charge la carte. Et ça m'a fait marrer parce que, genre, tu finis le call et tu reçois une notification sur ton Revolut ou je sais pas quoi. En fait, tu as été chargé pour le mois, tu vois. Et ce que je veux dire par la stratégie de Superhuman, c'est que effectivement, je pense qu'elle convertit extrêmement bien. Par contre, elle coûte de l'argent parce qu'il faut des agents en fait pour traiter chaque inscrit. Alors, le seul point, c'est qu'il rajoute quand même de la friction parce que l'inscrit doit mettre sa carte bancaire pour accéder au produit. Enfin, pas même pas au produit, pour pouvoir accéder au calendrier qui va lui permettre de booker une démo pour pouvoir accéder au produit. Et comme elle explique, en fait, c'est que au prix des employés, il y a un moment, et en plus, les employés qui font les démos, ils sont quand même plutôt. C'est des techs, hein, donc ils sont pas des salaires qui sont complètement déraisonnables. Et il faut avoir des lifetime value qui soient fortes pour entrer dans les coûts. Et Laura a expliqué aussi qu'il faut aussi demander pourquoi ils t'ont choisi et quels sont les clichés ou les trucs qu'ils n'ont pas compris sur ton produit. Il faut réussir à trouver où se trouve la valeur, mais surtout si celle-ci est visible. Et il n'y a pas de question stupide. Hein. Et là, on en revient en fait dans se mettre dans une logique où on va communiquer un maximum avec ses clients et on va faire régulièrement des calls de manière à pouvoir un peu voir avec eux là où il y a des points de friction, s'il y a des cas d'usage qui ne sont pas compris, si la valeur est visible. Ce qui est d'ailleurs même le rôle des Customer Success. Hein. C'est de trouver les points là où il y a des problèmes de manière à pouvoir réduire rendre plus visible cette valeur. Donc voilà pour la première partie, les notions clés et les bonnes pratiques. Et ensuite, on va un petit peu regarder ensemble la deuxième partie qui est définir l'activation et le AA moment. Alors, ça va être un peu plus court et je vais aller un peu plus vite. Le métier de Gross est beaucoup concentré aujourd'hui sur l'acquisition et l'usage du produit. Ça, c'est Jérémy de Gross.talent qui racontait ça. Il n'y a pas de recette magique, mais c'est vraiment un métier de test and learn, de créatif et d'optimisation. C'est à chaque boîte de trouver son équation. Il voit aussi trop de boîtes qui se concentrent sur l'acquisition plutôt que sur l'activation. Et ça, c'est un vrai problème d'ailleurs, parce que quand on a une activation pourrie, en fait, tu as beau être un tueur en activation, tu remplis un panier percé, en fait, et les gens, ils s'inscrivent, et en fait, ils vont pas plus loin, ils payent pas. Et ça, à The Family, je me souviens d'une boîte qui avait des centaines. Le mec, franchement, bravo à lui. Hein, il avait été très très fort en activation. Je suis incapable de faire ce qu'il a fait. Il était très très bon. Il a fait venir énormément de gens sur sa landing page. Par contre, je sais plus, c'est des trucs. Il a fait venir 200 000 personnes en 3 mois sur sa landing page. Et il avait. Je crois qu'il avait eu 20 personnes à la fin qui avaient payé. Genre un truc comme 10 € par mois. Voilà, tu sais qu'il y a un problème en fait. C'est que
ton produit ne convertit pas. Et c'est très intéressant d'ailleurs d'être très bon en activation parce que ça permet aussi de... alors soit ton activation elle est vraiment mauvaise, mais surtout si tu es très très bon en acquisition et que ça ne convertit pas derrière, c'est qu'il y a peut-être un pivot à faire à un moment. Parce que là en fait, c'est des taux de conversion à 0,01%, ou je sais pas le chiffre, mais c'était beaucoup trop faible en fait. Quand comparé aux autres boîtes de The Family, c'était beaucoup trop faible. Jamais de la vie en fait. C'est la première fois qu'on voyait ça nous. Déjà c'est la première fois qu'on voyait un mec qui était aussi chaud en acquisition et qui avait un taux d'activation aussi faible. Et là, pourquoi je vais commencer par cette phrase technique, pourquoi j'ai commencé par cette phrase, cette partie-là, c'est que c'est à chaque boîte de trouver son équation. Alors, chaque boîte a une équation, doit avoir une équation d'onboarding. Souvenez-vous, tout à l'heure on a dit que pour un compte Twitter, il fallait suivre, je sais pas, 6-7 comptes avant de commencer à avoir la timeline qui s'affiche. Facebook, c'était 5 personnes. Mais là, je vais vous montrer d'autres exemples. Donc, par exemple, dans le cas de Wallaxy, l'activation, c'est le moment où l'utilisateur voit la valeur du produit. Ils ont 3 métriques d'activation. Quand il dit 3 métriques d'activation, c'est des équations en fait d'activation. Première métrique. L'utilisateur importe des profils dans l'outil avec fichiers ou leur extension. Bon alors, Wallaxy, c'est un outil qui permet de faire de l'automatisation sur LinkedIn. Donc, il importe des profils en fait dans l'outil. Donc, c'est-à-dire qu'il va importer un CSV avec des emails et des liens LinkedIn peut-être. L'utilisateur, donc la deuxième métrique, c'est l'utilisateur a lancé sa campagne et a activé sa première action. Donc, des modèles préfaits pour lancer en 3 clics une campagne. Je sais pas, envoie tel message sur LinkedIn, après envoie tel email au bout de 3 jours s'il ne répond pas, etc. Et la troisième métrique, c'est le nombre de réponses générées. Et pour ça, ils ont fait un système qui, pour améliorer chacune de ce point-là, ils ont fait un système qui permet de faire un meilleur ciblage et surtout une AI pour écrire des messages de manière beaucoup plus intéressante et plus rapidement. Et d'ailleurs, quand ils expliquent que l'utilisateur a lancé sa campagne et a activé sa première action, ça c'était la deuxième métrique, ce qu'ils ont fait pour améliorer cette métrique, ils ont créé des modèles préfaits qui permettent d'être lancés en 3 clics. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la grosse machine aussi. Ils ont des espèces de scénarios tout préfaits où on peut en un clic lancer une campagne. Et d'ailleurs, Brice, dans l'épisode de SaaS Club, il racontait que en fait, quand ils ont fait ça, au début, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un modèle où ils permettaient aux gens de prendre des initiatives et de pouvoir créer eux-mêmes des blocs. Et ils se sont rendus compte que ça convertissait beaucoup moins. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que dans l'onboarding, ils ont restreint. Ils ont restreint en fait à un modèle préfet qui leur permet de pouvoir rendre moins confus l'utilisateur et surtout lui donner moins de liberté. Alors ça peut être pernicieux, certains se diront non, moi je veux pas te faire ça, mais en fait ils se sont rendus compte que ça convertissait beaucoup mieux parce que plus on laisse de choix à l'utilisateur, plus on le rend confus, mais surtout plus on peut lui permettre de prendre des libertés qui vont faire qu'il va pas aller à l'étape suivante parce qu'il va être trop concentré sur faire sa campagne, il va mettre 150 000 actions, et en fait il va jamais aller au bout parce qu'il va jamais la lancer. Nous ce qu'on veut c'est qu'il la lance, c'est ça. Et donc pour la lancer, des fois on va rajouter volontairement de la friction. Donc là, on rentre aussi dans un autre aspect de l'onboarding qui pourrait venir dans les concepts, c'est que dans un onboarding, on peut volontairement créer de la friction pour amener l'utilisateur à passer à l'étape suivante et lui donner moins de liberté. Et il racontait, donc à Wallaxy, un utilisateur actif est un utilisateur qui envoie au moins 10 messages par semaine. Bon, là, on est plus dans des logiques de rétention d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ça dans l'activation. Mais on pourrait se dire d'ailleurs que un utilisateur qui envoie 10 messages par semaine, peut-être c'est un utilisateur qui va être actif, donc activé. Clap. Pierre. Pour déterminer ce qui fait un utilisateur activated, donc un utilisateur activé, il faut qu'il envoie 2 claps. Donc des claps, c'est comme des looms enregistrés, avec l'hypothèse que le premier est un test et le deuxième, c'est une utilisation. Donc le gars, il arrive sur clap, il crée un premier clap. Donc ça va être une explication. Et après, il va en créer un deuxième. Et là, il considère qu'il est activé. Parce qu'ils vont considérer que le premier clap, c'est un clap de test. Tu le vois très bien sur les graphes de rétention. L'impact que cela a. Pour déterminer cette métrique, on doit vérifier les cohortes. Alors ouais, je pense même que les gros hackers là, qui bossent dans l'activation, en fait, il y a un moment où il va falloir se plonger la tête dans les cohortes et ça va falloir vraiment y passer beaucoup de temps. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Les cohortes, en fait, c'est les meilleurs, c'est parmi les meilleurs outils pour pouvoir déterminer, en fait, de manière avec beaucoup de volume, qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur est activé. Sony Paris, nos CRM. Il faut déterminer un score d'activité pour chaque utilisateur.
Et je vais continuer avec la suite, c'est Thomas Leplars de Nodalview. Dans le business de volume, le lead scoring est extrêmement important. C'est quelque chose qu'ils font tous les matins. En fonction des actions qu'ils font sur l'application, ils attribuent un certain nombre de points. Chaque matin, ils regardent ceux qui ont le lead score le plus élevé et ils les contactent en début d'après-midi. Leur équipe produit réfléchit à comment ils peuvent faire pour encourager quelqu'un de passer de 70 à 90 points et leurs sales réfléchissent sur à quel niveau de points il faut commencer à contacter quelqu'un. Ce sont des maths. On revient à ce que je disais juste avant sur l'équation. J'ai adoré cette phrase et je le fais pas et j'ai tort. C'est de pouvoir, sur son produit, définir quand un utilisateur fait telle action, ça vaut tel point. Quand un utilisateur il fait telle action, ça vaut tel point. Et ainsi de suite. Et à la fin, on se retrouve avec une somme cumulative de tous ces points-là qui vont nous permettre de définir un score, qui va nous permettre de prioriser si oui ou non cet utilisateur-là, il va falloir absolument rentrer en contact avec lui parce que il est arrivé très loin dans le produit et qu'il a un taux de conversion qui est très très fort. Et notamment sur les paniers, sur les outils qui ont des forts lifetime value, je pense que c'est absolument nécessaire. Et alors lui, il explique dans le business de volume, le lead scoring est extrêmement important. Pourquoi? Parce que plus on a de volume, moins ça va être difficile de prioriser. Et moins ça va être difficile de savoir sur quel utilisateur il va falloir se concentrer. Et franchement, un mec qui a un lead scoring très très fort, une personne qui a un lead scoring très très fort, il va falloir ça va peut-être le coup d'aller faire une démo avec lui pour récupérer du feedback, pour savoir où est-ce qu'il y a les points de friction, etc. En tout cas, il ne va pas falloir traiter de la manière. Donc, mettez en place des outils de lead scoring. Vous pouvez le faire très facilement avec Mixpanel. C'est juste un attribut dans People ou dans Amplitude. Et puis, vous incrémentez cet attribut numérique à chaque fonction que l'utilisateur fait. C'est peut-être même ce que je devrais faire parce que vous voyez, c'est intéressant de faire des vidéos parce que ça me permet en même temps de voir mes lacunes et ça, je ne le fais pas et j'ai tort. Et le problème, c'est qu'en plus, eh bien, plus on retarde ce genre d'action, en fait, plus c'est difficile parce que il y a un moment où il faut se laisser suffisamment de temps en fait, aux utilisateurs pour pouvoir avoir des taux de score. Et ce qui est cool, en fait, même avec ça, ça vous permet de voir vos utilisateurs les plus actifs et en classant les utilisateurs par points et peut-être même de pouvoir essayer de les cainer dans le bon sens parce qu'on peut se dire que ces utilisateurs-là qui sont très très actifs sur notre produit, c'est probablement ceux avec lesquels il va y avoir un fort taux de bouche à oreille. Et s'il y a un fort taux de bouche à oreille, ça veut dire qu'ils vont faire le marketing de notre place. Et s'ils vont faire le marketing de notre place, ça veut peut-être dire qu'il va falloir créer une relation de manière un peu plus personnelle avec eux que les autres utilisateurs. Voilà ici encore. Pour atteindre leur A moment, leurs utilisateurs doivent passer au préalable par deux actions. Importer des prospects. Bon, bah ça, en fait, j'ai déjà dit. Non, alors attends. En fait, je crois que c'était pas le même épisode. Mais importer des prospects dans l'outil et ensuite faire une campagne sur LinkedIn pour voir que ça répond. Mais en gros, ouais, ils font une campagne, ils voient si ça répond. C'est pour ça qu'au début du produit, il y a des features qui ne sont pas bloquées au trigger tant que tu n'as pas fait ta première campagne. En gros, ce qu'il explique, c'est que eux, vu qu'ils veulent absolument que les gens ils fassent une campagne sur leur outil, il y a des actions qui sont volontairement bloquées sur lesquelles on ne peut pas y activer. Les features, elles ne sont pas activées. En fait, tu peux pas y arriver en fait dessus. Dans le but de te créer de la friction volontaire sur le produit pour te faire cette action qui est absolument critique parce qu'elle va t'activer. Ensuite, l'idée étant de guider l'utilisateur vers le bon chemin, vers le AA moment. Le nombre de clics et d'étapes est important à minimiser. Il faut en quelque sorte mettre des œillères pour pas que l'utilisateur aille voir trop d'autres choses. Donc ouais, on en revient à ce qu'on disait juste avant sur créer de la friction volontaire pour activer davantage l'utilisateur. Le plus important, alors ça c'était Paul Berlotti de Mojo, le plus important dans les premières démos, c'est de trouver à quel moment il y a un intérêt. S'il n'y a pas un waouh effect, ça lui sert à rien et il faut comprendre pourquoi. D'ailleurs, ça c'est un truc, c'est pourquoi c'est important de faire des démos. C'est de voir, c'est qu'on a beaucoup plus de, par rapport à Hotjar ou Mixpanel, c'est qu'on va vraiment voir le visage de l'utilisateur. Alors méfiez-vous, tout le monde il y a des gens qui sont pas du tout expressifs, il y en a qui sont très expressifs. Donc quelqu'un qui est extrêmement expressif a tendance à trouver tout génial, etc. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il va être beaucoup plus intéressant qu'un utilisateur qui n'est pas expressif. Par contre, quand on a un utilisateur qui est à peu près, quand on voit qu'il y a vraiment une expression, un wow effect à chaque fois, peu importe l'utilisateur, quand on lui pitch cette fonctionnalité-là, on est probablement sur une fonctionnalité qui a beaucoup de valeur pour le client. Et peut-être que c'est une fonctionnalité qu'il va falloir mettre en avant peut-être plus haut dans la landing page, peut-être plus tôt dans l'onboarding. Et donc, ça va changer en fait totalement le funnel. Et la dernière question, la dernière parole de cette partie, c'est Slide, Christophe Asquier. Donc Slide, c'est un concurrent de Notion. Pour que les utilisateurs prennent en main l'outil et que cela devienne son quotidien, il faut que l'utilisateur soit éduqué. Par exemple, pour eux, l'utilisateur sera très dur à activer s'il n'a pas compris l'importance de documenter ses projets et l'importance d'avoir une source centrale de vérité. D'où l'importance d'avoir des champions qui vont faire ce travail d'évangélisation sans que tu aies rien à faire.
franchement, c'est vrai que ça, c'est un bon exemple. Parce que. Alors, quand il parle de champions qui vont faire un travail d'évangélisation, j'ai parlé dans le cas de Notion. Notion, à un moment, je sais pas si vous avez fait cette même remarque, mais c'était incroyable. Il y avait plein de youtubeurs avec des centaines de milliers de subscribers qui en parlaient tout le temps, sur les chaînes américaines, etc. Et il y a un moment, je me disais, mais c'est pas possible, ils sont tous payés par Notion. Et le pire, c'est qu'ils n'étaient pas payés. Les types, ils kiffaient tellement le produit qu'ils faisaient des vidéos sur Notion. Parce que en fait, il y avait tellement de gens qui étaient intéressés par Notion que ça leur amenait une tonne de subscribers. Donc les types, ils avaient vu que la première vidéo qu'ils ont fait sur Notion, ça marchait bien, donc ils en refaisaient une deuxième, ça marchait toujours bien, et ainsi de suite. Et ils s'en faisaient tout le temps. Et moi qui ne sais pas Notion, je me disais, mais en fait, c'est bizarre. Ils sont payés, ces gars-là. Et en fait, je comprends maintenant que je dis tout le temps cet engouement qu'il y avait. Mais en fait, ces champions-là, qui sont des youtubeurs, je ne sais pas combien de types ils ont converti, mais ça doit être massif. Je ne sais pas combien, je pense qu'il doit y avoir au moins 25-50% des utilisateurs Notion qui ont découvert Notion pour la première fois par un champion qui l'a expliqué sur YouTube. Et peut-être même qu'en termes de marketing, pour de l'activation, ça vaut le coup de sponsoriser des chaînes d'ailleurs, c'est marrant, mais alors je dis pas ça parce que j'ai une chaîne YouTube, mais là, dans le cas de Notion, c'est totalement ça, en fait. Il y a un moment où faire des vidéos sponsorisées où un mec, il explique une fonctionnalité de votre produit sur YouTube, voilà, tu te dis, ouais, ça va peut-être valoir son pesant de cacahuètes, ça va nous ramener beaucoup d'inscrits parce qu'en fait, on va avoir plusieurs champions qui ont une audience et qui vont pitcher notre produit et qui vont pile poil mettre l'accent où il faut le mettre. Et d'ailleurs, je pense même que c'est ce qui se passe en ce moment avec la chef de Dev Theory, une super chaîne YouTube qui traite de. Tous les lundis, en fait, Brian il met une vidéo sur sa chaîne qui traite des actualités du monde de JavaScript. C'est super quali. Et ça fait quoi, 2-3 mois là qu'il a des sponsors et en fin de vidéo, il explique un peu les différentes fonctionnalités du produit qui sponsorise son outil. Alors ça, je pense qu'en fait, en termes de. Alors, c'est sur des sites qui sont très dev, hein, forcément. Et très dev dans l'univers du JavaScript et du TypeScript. Mais pour moi, il y a plusieurs produits où effectivement j'ai compris ce qu'il faisait parce qu'il a expliqué en fait. Donc le sponsoring de vidéos YouTube peut être une excellente manière d'améliorer d'utiliser ces champions qui vont faire ce travail d'évangélisation et en activant les gens par la vidéo. Alors, dernière partie. Les hacks d'activation pour un SaaS. Alors, je sais que je fais des vidéos longues. C'est un parti pris sur cette chaîne. Ça fait déjà 1 heure. Mais je ne changerai pas sur ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit de faire des vidéos plus courtes. Moi, quand je prends un sujet, j'aime bien rentrer en profondeur dedans. Et s'il faut faire des vidéos plus courtes, ça m'arrivera d'en faire. Mais là, le sujet de l'activation est trop important pour le traiter dans une vidéo de 5 minutes. Donc, en tout cas, je préfère prévenir les gens. De toute façon, si vous regardez jusqu'à là, c'est que vous aimez forcément les vidéos longues. Mais voilà, quand je traite d'un sujet, j'essaie de le traiter en profondeur. Et ça m'intéresse absolument pas de faire des vidéos courtes. Même si je sais que ça ferait plus de vues ou que ce serait plus. Mais c'est vraiment pas mon objectif. Je préfère rentrer en profondeur dans le sujet. Et je pense que c'est aussi une manière de pouvoir apprendre pour moi des choses encore plus sur mon produit. Sur comment est-ce que je peux améliorer mon activation, etc. Et d'ailleurs, je vais vous dire un secret. Tant qu'on y est, il y a plein de gens qui. Moi, j'ai un challenge, j'essaie tout le temps de faire en sorte que mes potes ils fassent une chaîne YouTube. J'en ai 2 que j'ai réussi à convertir. Ma petite sœur et Valérian. Bon, Valérian, on le fait ensemble. Mais il y a un troisième peut-être qui va peut-être faire une chaîne. Mais vous savez ce que je leur dis à chaque fois? C'est toujours marrant parce que les mecs, ils veulent faire une chaîne YouTube. Et derrière, ils sont bloqués par la technique. Ils essaient d'avoir tout bien, etc. Ou ils sont trop perfectionnistes. En fait, à la fin, ils font jamais rien. Ce qu'il faut faire quand on fait une chaîne YouTube ou un blog ou une newsletter ou ce que vous voulez, et je vous encourage à en faire une, c'est de le faire pour dans mon cas, pour le Julien d'il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il aurait voulu savoir, le Julien d'il y a 5 ans? Et c'est pour ça que je fais des vidéos, en fait, parce que du coup, ça enlève toute la pression. Et on se dit, bah ouais, voilà ce qu'il aurait aimé savoir. Et c'est une des raisons pour laquelle je fais des vidéos longues, parce que y a trop à dire. Bon alors, trêve d'aparté. Les hacks d'activation pour un SaaS. Lorsque des gens... Alors ça, c'était qui? Eva Baptiste. Lorsque des gens font des actions sur leur outil, comment exporter leur première liste? Ils leur envoient un email en mode multicanaux. Email LinkedIn grâce à la grosse machine. Une petite faute. Pour s'assurer que tout s'est bien passé. 10% de réponses sur l'email, 50% sur LinkedIn. Ils démarrent 30 à 40 conversations avec utilisateurs comme cela tous les jours. Quand ils disent que c'est bien, etc., ils les renvoient vers la chaîne YouTube.
Quand ils ne sont pas contents, ils découvrent un nouveau problème. Si tu passes par une journée sans parler à tes utilisateurs, c'est qu'il y a un problème. Cela améliore grandement le bouche à oreille en amplifiant les boucles de viralité positives, en diminuant aussi les boucles de viralité négatives. Bon, bah là, un autre hack. Hein. Quelqu'un fait une action sur leur outil, il passe dans une grosse machine, il contacte sur email plus LinkedIn. Ils ont 50% de taux de réponse sur LinkedIn, 10% de réponse sur l'email. Ça leur permet d'avoir 30 à 40 conversations avec les utilisateurs. Et surtout, en fait, quand ils sont contents, ils leur push la chaîne YouTube, leur chaîne YouTube d'EvaBoot, ce qui leur permet au plus d'avoir un subscriber en plus. Alexandre Louisy de Upflow. Plus c'est simple à connecter, plus tu gagnes sur le long terme. C'est pour ça qu'il était important que les gens puissent se connecter en quelques clics à leur logiciel financier. Et la synchronisation est quasiment automatique. Là, dans l'activation, on a un gros effort de fait sur les intégrations et surtout dans la synchronisation. Parce que c'est pas si simple. Une fois que l'utilisateur a connecté son deuxième outil à ce produit-là, en fait, il va falloir synchroniser très vite. Et plus on synchronise vite, plus on diminue, ce qu'on a dit tout à l'heure, le time to value. Arthur Waller, Penny Lane. Il était important dans l'onboarding que tu puisses facilement connecter tes flux pour que l'utilisateur puisse voir que ça fonctionne et que les données remontent vite. Bon, la même chose sur Penny Lane. Pierre Touzeau de Clap. Ils ont remarqué une activation beaucoup plus rapide quand il y avait du buying côté Head of Product parce que du coup, les gens n'avaient pas peur d'introduire un nouvel outil. En gros, il explique que les gens qui sont Head of Product, quand ils s'inscrivent sur le produit, ils vont beaucoup plus facilement pousser le produit au sein de la boîte parce qu'en fait, ils ont pas peur d'introduire un nouvel outil au sein de l'entreprise. D'où l'importance d'enrichir les job titles des personnes et de savoir un petit peu ou de le demander dans l'onboarding pour savoir qui est qui quand ils s'inscrivent sur votre produit et derrière de pouvoir savoir si c'est quelqu'un avec qui on peut traiter différemment. Vous pouvez utiliser des outils comme Reveal Contact qui vous permettent de pouvoir faire ça ou Reveal CRM, je sais plus. Non, Reveal Contact, je crois. Et, ou comme Clearbit, peu importe. Thibaut Renouf, de partout. Les webinars sont importants, ils sont souvent plusieurs centaines de personnes en direct, c'est un gros point de leur stratégie. Voilà un autre hack, hein. On en a déjà parlé beaucoup, mais les webinars, ça peut être totalement dans une stratégie d'activation. Baptiste de Crisp. Toujours regarder les attributs des premiers inscrits. Par exemple, ils se sont aperçus rapidement que beaucoup d'utilisateurs utilisaient WordPress, du coup, ils se sont dépêchés de faire le plugin. Comme beaucoup de gens utilisent WordPress, forcément, c'est simple. Hein. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser vos produits pour ça. Vous envoyez le nom de domaine, vous allez voir les technologies qu'ils utilisent. Et en fait, ils vont voir qu'il y a beaucoup de WordPress. Ou tout simplement, les gens le remontent sur le support client, qui ont besoin de telle extension. Donc là, on voit que c'est critique. Et on voit que sans cette extension-là, ça va être difficile de les activer. Crisp, encore. Ils ont prévu de faire beaucoup plus de contenu par profession et indirectement de pousser le contenu par onboarding en fonction de leur job title. Alors ça, je ne crois pas qu'ils l'ont fait, mais c'est une excellente idée de pouvoir faire du contenu spécialisé par profession et de pouvoir du coup le pousser en fonction du job title de la personne. On va être beaucoup dans les stratégies de cas d'usage. Ils continuent en expliquant qu'ils font toutes les vidéos en anglais, mais ils sous-titrent en français et en espagnol. Donc ça leur permet d'avoir une seule chaîne YouTube dans une seule et unique langue, et donc de ne pas dupliquer le travail en ayant à la fois une chaîne YouTube en anglais, en français et en espagnol, et ils sous-titrent tout. Alors, je sais pas, EvaBoot, ils ont l'air d'avoir pris la tendance inverse. Ils ont fait une chaîne YouTube en espagnol et une chaîne YouTube en français, une chaîne YouTube en anglais, etc. Ils utilisent notamment de l'AI pour pouvoir faire des vidéos, convertir les contenus français en anglais, en français, etc. Je pense que j'aurais tendance à diviser les langues en ce qui me concerne, mais après c'est tellement de travail une chaîne YouTube que des fois mettre juste les vidéos en anglais et supposer que notre cible de toute façon elle va devoir, elle a au moins ses sous-titres en français, elle va pouvoir se débrouiller. Ça peut être un beau moyen de démarrer. Et à la limite, si ça convertit extrêmement bien pour vous chez YouTube, peut-être que ça vaudra le coup d'embaucher des gens qui sont spécialisés dans une langue pour chacune des chaînes. À The Family, quand on avait démarré en français Startup Food, pour ceux qui se souviennent, et qu'on a passé cette chaîne-là en anglais, et qu'on a fait ça sur la même chaîne, je peux vous garantir qu'il y a eu un drop de conversion, de rétention énorme. On a eu en fait, des gens qui regardaient beaucoup moins les vidéos en fait, suivantes. Et en fait, c'est même pire que ça, c'est qu'ils non seulement regardaient moins les vidéos suivantes, et en plus, ils les regardaient même plus les suivantes. Donc on avait niqué la rétention. Et une bonne manière de faire aurait été de créer une deuxième chaîne YouTube. Et ça, on ne l'a pas fait. On a de garder la chaîne YouTube en français et d'en faire une autre en anglais. D'ailleurs, de garder Startup Food en français et de faire The Family en anglais, par exemple. Ce serait une chaîne YouTube totalement différente.
Ça aurait été une manière de faire. Donc attention, il y a toujours un risque quand on fait un switch de langue aussi. C'est de mon aparté. Surtout sur une cible francophone, il y a de la casse. Donc j'aurais tendance à diviser les langues. Vous pouvez sous-titrer si vous avez envie, mais je suis pas certain que ce soit le plus puissant. En revanche, faire une chaîne YouTube par langue, moi, c'est ce qui me semble être le plus de sens, qui semble avoir le plus de sens de mon expérience. Denis des Drop Contact. Ils ont des workflows où dès que quelqu'un ouvre un de leurs mails, ça envoie automatiquement une invitation LinkedIn avec Zapier et Phantom Buster. Donc voilà. En gros, il reçoit une notification LinkedIn de Denis. Bonjour, je t'ai envoyé un email à propos de Drop Contact. Si tu as la moindre question, tu peux me l'envoyer ici. Voilà. C'est comme stratégie Paboot. Utiliser LinkedIn pour pouvoir créer de la conversation avec l'utilisateur. Alors, Thomas de No Value. Il faut arrêter de parler fonctionnalité et parler valeurs, use case, etc. Plutôt que de dire « Avez-vous utilisé l'option photo ?» il faut privilégier un tutoriel qui montre toute la valeur d'avoir de belles photos pour générer 4 fois plus de clics sur votre portail immobilier. Donc ouais, là l'idée c'est d'être value-centrique. C'est-à-dire que, et c'est même une des choses qu'il faut regarder absolument quand on fait une landing page, c'est d'être le plus value-centrique possible. Là, dans ce cas-là, c'est plutôt que de dire « Avez-vous utilisé l'option photo ?» Non, on va dire il faut montrer toute la valeur d'avoir des belles photos qui vont permettre de générer 4 fois plus de clics sur votre portail immobilier. En fait, 4 fois plus de clics. Elle est là, c'est value-centrique. Et les headlines sur un site internet, c'est-à-dire le H1, il faut qu'il soit optimisé en fonction de la SEO, bien sûr, mais plus il est value-centrique, plus il va convertir. Et on a tendance des fois à être très fonctionnel. Alors qu'en fait, il faut être value-centrique. Qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce que ton produit m'apporte? Quel est le retour sur investissement qu'il va me créer? Est-ce un gain de temps? Est-ce un gain financier? Est-ce un gain en termes de bonheur? J'en sais rien, n'importe quoi. Wallaxy. Dès que quelqu'un s'inscrit, il reçoit une série de mails éducatifs avec des tutoriels au fil des mois pour lui montrer la valeur du produit. Là, pareil. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est stylé d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est sur le navigateur Arc. Tous les jeudis, sur Arc, il vous envoie une petite tooltip en bas avec les nouveautés, What's New. Et en fait, quand tu cliques sur What's New, ça t'ouvre une vidéo YouTube avec les dernières nouveautés en fait de Arc. Et ça marche super bien. Je vais copier ça d'ailleurs. Je trouve ça trop stylé. Tous les jeudis, en fait, tu reçois enfin, vous choisissez le jour qui vous convient, hein, mais tous les jeudis, tu reçois une petite tooltip en bas à gauche, What's New. Et en fait, alors soit tu peux ouvrir un easel, pour ceux qui connaissent, où on va avoir un détail de toutes les fonctionnalités de manière textuelle, avec des photos, soit, en fait, on clique sur What's New et ça ouvre le YouTube avec derrière un résumé explicatif avec les ingénieurs qui expliquent, voilà, on a fait ça, on a changé ça, on a amélioré la performance, on a rajouté cette fonctionnalité, et ça convertit. C'est trop bien en fait parce que je crois que moi, pour le coup, j'arrive à être au courant de chaque semaine quelles sont les nouveautés qui sont sorties sur Arc. Et c'est pas facile en fait parce que dans une économie de l'attention, pour réussir à ce que nos utilisateurs ils soient au courant de 100% des fonctionnalités que l'on ajoute sur le produit, il faut être fort. Hein. Et Arc, c'est les kings sur ça, ils sont trop forts. Donc n'hésitez pas à regarder un peu en détail comment ils utilisent leur onboarding parce qu'ils sont forts. C'est une très très belle boîte. Et il conclusait, Wallaxy, il continuait en disant « Quand un utilisateur n'utilise plus le produit après quelques jours qui suivent son inscription, il ne faut pas hésiter à lui envoyer un email pour comprendre pourquoi. » Et la même chose quand ils sont... Ouais. Et les gens répondent aux emails. Bon, les taux de conversion, ils ne sont pas non plus fous, hein, mais on peut avoir entre 5 et 10% de taux de réponse. Des fois, peut-être un peu moins. Mais en fait, de toute façon, on va souvent avoir beaucoup de choses qui reviennent, qui sont similaires. Donc déjà, mettre en place ces stratégies-là, c'est un autre hack pour améliorer son activation. Un mec qui utilise plus le produit, une personne qui utilise plus le produit, voilà. Là derrière, boum, on lui chante un email. Philippe Poisson de YZR. Ils ont démontré des use cases par industrie. Donc là, en fait, voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur des use cases par job titles ou par industrie. Il y a plein de manières de segmenter les use cases. Et enfin, pour finir, Laura de LBK Consulting, elle aime bien le money back garanti. C'est souvent utile quand l'utilisateur a un effort de setup, d'importation de données, pour l'utiliser de façon à dérisquer l'investissement qu'il va mettre en place sur votre produit. Et c'est les mêmes stratégies d'ailleurs en expliquant que la carte bancaire n'est pas obligatoire ou que le compte gratuit est valable à vie. Qu'est-ce qu'il a fait Scribe, il a bien fait lui. Il a mis Timeless Free Plan, Test Without Sign Up, No Card Required. Voilà, il enlève la friction. Très très pertinent. Donc,
Voilà pour l'activation, la conversion, le onboarding et le aha moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des très très bons exemples d'onboarding ou d'activation, soit des hacks, etc., que vous avez pu voir sur Internet. Ça me ferait très plaisir et puis je suis toujours friand moi de ce genre de stratégie. Donc l'activation, pour résumer, on va terminer sur ça, cette faculté à pouvoir mettre en avant la valeur de son produit, de manière à ce que l'utilisateur en fait il comprenne comment lui, en fonction de ses propres besoins, peut utiliser votre produit. Il y a des notions clés et des bonnes pratiques à savoir. Il faut définir ce qu'est l'activation pour votre produit et le aha moment et comment on fait pour le raccourcir au maximum pour que le time to value il soit le plus faible possible, le plus court possible. Et enfin, voilà, différents hacks d'activation que vous pouvez mettre en place pour votre SaaS de manière à pouvoir augmenter cette activation-là, tout en mettant un point important sur cette notion de comment est-ce que je peux lui faire expérimenter la valeur de mon produit avant même qu'il s'inscrive. Ça, c'est très très puissant. Vraiment, retenez-le. Essayez de trouver un hack. On a montré avec GetContrast comment ils ont réussi à faire. Ça implique souvent de la technique et du produit et un peu de JavaScript. Mais quand c'est bien fait, ça cartonne. Allez, je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à répondre au sondage si vous avez des vidéos, des sujets à privilégier. Moi, je me sers uniquement de ça pour prioriser mes vidéos. Et puis voilà, à bientôt et puis bonne semaine.